Une équipe scientifique pluridisciplinaire tchado-franco-allemande dirigée par Baba Malaye, directeur général du Centre national de recherche pour le développement, par ailleurs président du comité de l'équipe scientifique, mène des recherches dans la province du Kanem. Une partie de l'équipe des chercheurs procède à des fouilles archéologiques dans un village dénommé Thié, à 50 km à l'est de Mao, chef-lieu de la province du Kanem. Ces prospections ont commencé il y a quelques années et s'inscrivent dans le cadre d'un projet archéologique intitulé « Le lac Tchad comme carrefour ». Il s'agit en d'autres termes d'une recherche scientifique portant sur l'empire du Kanem et le royaume du Kanem-Bornou. Ce projet vise à étudier les vestiges de ce plus ancien empire et plus puissant de l'époque précoloniale d'Afrique. Son objectif principal est d'apporter des informations sur les relations politiques, économiques et culturelles encore peu connues de l'empire du Kanem avec le reste du monde. Les traditions orales considèrent le village Thié comme le plus grand site de briques du Kanem central. Les prospections conduites ces 3 dernières années ont confirmé ces faits. Sur les 88 sites de briques connus de la région, Thié est le plus grand en termes de superficie. Il est également situé au centre de tous les autres sites de ce type. Un autre indice décisif de la position particulière de Thié a été mis au jour lors des fouilles en 2019. En effet, un bâtiment rectangulaire en briques a été partiellement exposé au sud des 2 grandes collines situées sur le site. Avec des dimensions de 23,4 x 16,8 mètres et un mur extérieur d'une épaisseur allant jusqu'à 1,4 mètre, l'intérieur du bâtiment est entièrement recouvert d'un enduit à la chaux exceptionnellement lisse, blanc et bien conservé. De tous les sites de briques du Kanem et du Bornou, à l'ouest du lac, ce type d'enduit n'est connu qu'à Thié. En effet, ce site est exceptionnel car les bâtiments en briques et d'enduit de chaux ou d'argile très fin et blanc ne sont connus à ce jour qu'à 2 sites médiévaux d'Afrique subsaharienne, Thié au Tchad et Gao, la capitale de l'empire Songhai, dans l'actuel Mali. Pour les chercheurs, Thié est sans nul doute les ruines d'Ndjimi, la capitale de l'empire du Kanem. C'est là qu'ils espèrent découvrir la plus ancienne mosquée du Tchad, au regard des informations selon lesquelles l'islam est entré au Tchad par le Kanem. L'avant-dernière mission a mis au jour un palais royal daté au carbone 14. Une vingtaine d'essais de datation convergent que ces sites existaient depuis le XIIe siècle. Au regard de la qualité scientifique de la mission, le directeur général du Centre national de recherche pour le développement, Baba Malaye, rend compte au gouverneur de la province du Kanem, Brahim Seyid Mahamat, avec force détail et rigueur scientifique. Le site qui a été trouvé, il est unique par son style. On le trouve seulement au nord de l'Afrique, vers le Maroc ou l'Égypte. Les matériaux qui sont utilisés sont uniques aussi dans l'Afrique subsaharienne. On n'en trouve qu'au niveau de Gao, au Mali. Sachant que le Kanem est sur la carte du monde en 872. Le Kanem de l'époque s'étendait jusqu'à une partie de la Libye, une partie du Cameroun, une partie du Niger, une partie du Nigeria et une partie de la Centrafrique. Le Kanem de l'époque est plus grand que le Tchad d'aujourd'hui. C'est une histoire commune à tous les Tchadiens. Et voilà aussi encore un facteur d'unité pour les Tchadiens. L'empire du Kanem avait pour capitale Djimi, mais on n'a jamais situé Djimi sur la carte. Ouais. Et maintenant, on en trouve. Sans se faire prier, le gouverneur, accompagné du représentant du sultan du Kanem,
et autres autorités administratives et traditionnelles locales se rend au village Thié où se font les fouilles archéologiques. Il s'agit pour le gouverneur de constater de visu les prospections et encourager l'équipe des chercheurs à plus d'abnégation. Mes impressions sont des impressions de joie. Cette découverte est une découverte très immense et qui va servir pour beaucoup de générations. On a entendu parler de cette ville de Djimi, qui est la capitale du Kanem, mais on n'a jamais vu ni les lieux ni les... Si aujourd'hui, ces chercheurs ont pu découvrir l'endroit, nous on leur tire chapeau et on veut qu'ils continuent à trouver tout ce qui va nous donner beaucoup plus d'explications concernant cette ville et ce royaume qui date depuis le XIIe siècle. Donc, quelles sont les causes de cette disparition de ce royaume et pourquoi ça s'est déplacé, machin, tout ça là. Ils vont les découvrir au fur et à mesure de leurs recherches. Et on leur amène notre appui total, les appuyer pour qu'ils continuent leurs recherches et aboutir à vraiment des solutions qui vont... Vous savez, plus tard, ça va être un site aussi touristique. Les gens viendront pour voir comment ça s'est passé, comment il y aura des explications. C'est une bouffée aussi pour l'économie de la région. Il parlait de bicarbonate de sodium. On prend ça de Baudelaire, dans la dépression de Baudelaire. Au Chokol Misikida, il n'y en a pas en Afrique subsaharienne, sauf au Mali. Les matériaux, au style Agada, on le trouve au Maroc et puis en Égypte. Monsieur Carlos Magnavita, de nationalité allemande, docteur en archéologie, et Dr Zakine Dangbe de l'université de N'Djamena participe à la prospection. Selon Carlos Magnavita, les résultats obtenus sont satisfaisants et les perspectives de recherche prometteuses. C'est un des 90 sites archéologiques au Kanem construits avec des briques cuites. Cet site ici, nommé Thié, est le plus grand des sites de briques cuites au Kanem. Et nous avons daté cet site avec plus de 20 datations radiométriques à le XIIe siècle. Ce site est bien établi chronologiquement. Nous savons bien la position du site et aussi des autres sites ici du Kanem. Mais l'identification du site, ce n'est pas très clair à 3 ans quand nous avons commencé notre projet. Maintenant, nous sommes très sûrs que ce site ici, c'est l'ancienne capitale du Kanem, qui dans les rapports historiques s'appelle N'Djimi. Nous avons beaucoup d'évidences archéologiques qui montrent ça et nous sommes très sûrs que ce site c'est la capitale du Kanem à cette époque. Nous avons la datation, nous avons la grandeur du site, mais aussi nous avons découvert un bâtiment ici, en ce site, qui c'est un bâtiment exclusif en toute la partie sud du Sahara. Entre ici et le Sénégal, ils n'ont pas un bâtiment comme ça. Et ça, c'est la grande importance du site et montre l'importance historique de cette place ici, de cet endroit. Cet bâtiment que nous allons voir après, c'est un bâtiment de 24 pour 17 mètres de dimension. Et la curiosité de cet bâtiment est qu'il n'est pas construit complètement, mais il a une cour intérieure. Cet bâtiment a été construit dans le style nord-africain. Nous connaissons beaucoup de sites et de bâtiments comme ça entre le Maroc et l'Égypte et même au sud de l'Europe, en Espagne. Et cet style montre la connexion que le Kanem au XIIe siècle a avec
les pays nord-africains. Comme ça, il y a également des autres évidences qui montrent l'importance de ce site historique. C'est bien possible, c'est très probable que nous avons, si nous continuons notre recherche, nous allons trouver la mosquée de la capitale. Comme vous pouvez voir, le site est simplement arasé. Il n'y a pas de bâtiment comme ça que tu peux voir dans la surface. Nous nécessitons fouiller pour trouver les choses. Et c'est un grand travail, il coûte beaucoup d'argent et de temps. Mais nous, avec la soutenance du gouvernement tchadien, peut-être nous pouvons même trouver la plus vieille, plus ancienne mosquée du Tchad ici, à cette place. Par ces informations, certains visiteurs du site archéologique voient déjà défiler devant leurs yeux la réécriture de la vraie histoire du Tchad, car le territoire de l'Empire du Kanem s'étendait au-delà des limites de la province du Kanem actuelle. D'autres voient déblayer sous leurs yeux la route menant de Tchiyé à Ndjimi. Cette histoire concerne tous les Tchadiens et aussi tous les pays frontaliers du Tchad. Mala Alifa Ali est le représentant du sultan du Kanem. Il fait partie des personnalités qui se sont rendues au village Tchiyé pour tâter du doigt les vestiges historiques mis au jour. Devant les vestiges de Ndjimi, la capitale de son Kanem natal, le représentant du sultan du Kanem fait parler son cœur. Nous sommes aujourd'hui vraiment dans une grande joie, avec beaucoup de plaisir, un réel plaisir pour nous. Nous avons appris sur le banc de l'école de l'Empire du Kanem. Aujourd'hui, Dieu merci, Dieu nous a donné vie et à la démarche des hommes qui ont des expériences, qui ont pu découvrir l'ancien Empire du Kanem. Et nous avons toujours appris sur le document Ndjimi, mais nous n'avons jamais vu sur la carte. Aujourd'hui, Dieu merci, on vient, on le trouve. Devant nous, on est en Ndjimi. C'est vraiment une grande joie et un grand plaisir. Et à cette occasion, je profite sincèrement de remercier les plus hautes autorités de l'État pour la bonne volonté d'envoyer cette équipe dans cette localité pour faire de bonnes recherches. Et les premières recherches ont été déjà découvertes. Nous le demandons encore de les soutenir jusqu'à la réussite totale de cette mission. Et nous remercions beaucoup l'équipe chercheur de ne pas être fatiguée. Le représentant du sultan du Kanem invite les chercheurs à bêcher partout afin que des vestiges d'Ndjimi sortent des informations qui renseignent davantage sur le passé lointain. Ya jamaa niterubu shada be ayana takababe ya jamaa khali niterubu shada fi aibeto fi shawari leilina takababe. Berceau de toute vie pendant plusieurs siècles de ma feuille je t'ai évité le deuil. Je sers d'abri pour toi et ta famille, pour toi et ta famille. Aucun pays ne s'est développé sans la recherche. Pour se développer, il faut faire la recherche, tous azimuts. Pas seulement dans un domaine, mais dans tous les domaines scientifiques. Les pays les plus développés, ce n'est pas les matières premières, c'est la recherche scientifique. Il faut la recherche. Sans la recherche, on ne se développe jamais. Et aujourd'hui, je l'ai dit et je le répète, avec la recherche qui a abouti à la découverte de Toumaï, et puis le classement de quelques sites au patrimoine mondial, notamment les lacs Onyanga et le massif de l'Emedi, notre pays commence à se faire connaître davantage. Parce que ce que nous avons trouvé, le résultat de ces recherches, confère à notre pays une reconnaissance internationale. Toumaï, l'ancêtre de l'humanité tout entière, et les deux sites classé patrimoine mondial de l'humanité. Ça confère à notre pays une reconnaissance internationale. De retour de Tchiyé, l'équipe de réalisation de l'ONAMA Mao se rend au musée du Kanem pour enrichir sa collecte de documentation et comprendre la lignée des empereurs du Kanem.
La citoyenneté, c'est la positivité dans le comportement pour le développement. La citoyenneté, c'est la positivité dans le comportement pour le développement. La citoyenneté, c'est le respect de l'ensemble des éléments de cadre de vie. Manque du respect à sa famille et son entourage là, aïe, oh. J'étais faire les déchets partout là. Ce n'est pas bon, aïe, aïe. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Attribuer de notre sexuellement transmissible là. Nuire à la santé des patients par égoïsme. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Soyez la bienvenue. Le musée communautaire de Mao regorge beaucoup de potentialités. Ici, nous avons la généalogie du sultan du Kanem depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Donc, au total, nous avons environ 56 sultans qui se sont succédés depuis la création jusqu'à aujourd'hui. Nous, ici, nous avons même les informations avec leur nom depuis la création, en commençant par Dala Afono jusqu'à Alifa Mouta Ali Zezerti. Nous avons les différents groupes d'ethnie du Kanem. Nous avons en gros 3 groupes ethniques. Donc nous avons le groupe ethnie Sari. Dans le groupe ethnie Sari, il y a aussi 11 sous-groupes d'ethnie dans le groupe ethnie Sari. Nous avons le groupe ethnie Kingiri, qui contient aussi 6 groupes de sous-ethnies dans le groupe ethnie Kingiri. Nous avons l'autre groupe ethnie Medelari, qui contient aussi 4 sous-groupes dans le groupe ethnie Medelari. Donc, certaines personnes peut-être de loin, ils pensaient que Kanambou, la langue Kanambou, c'est tout, il s'arrête là. Alors que dans la Kanambou, là, il y a encore le sous-groupe d'ethnie. Dans l'ethnie Kanambou, là, il y a le sous-groupe d'ethnie encore. Le royaume du Kanem, qui est la porte d'entrée de la religion musulmane. Nous avons aussi quelques Corans qui sont datés depuis le XIIIe siècle. C'est comme un protecteur comme ça. Avant, nos aïeux ont confectionné comme ça pour donner aux enfants pendant l'épidémie. Quand il y a l'épidémie, les enfants portent, ça les protège contre l'épidémie. Ça, c'est les briquets, l'allumette. Entre-temps, il n'y avait pas l'allumette. Donc c'est avec ça que nos aïeux allumaient les feux. Il faut gratter directement, le feu sort tout seul. Entre-temps, il n'y avait pas de voitures, des engins. Donc c'est avec les chevaux là que nos aïeux se déplacent d'un point à un autre. Et en même temps avec les chevaux là que nos aïeux se combattaient avec. C'est pourquoi nous avons mis même les gilets au niveau des coudes du cheval. Ces gilets-là permettent de protéger même le cheval pendant la guerre. Ni la balle, ni l'autre, les flèches peuvent pénétrer. Certes, il y a assez d'objets. Nous n'avons pas de moyens pour aller collecter. Et je profite pour demander à l'État ou à des bonnes volontés qui peuvent nous aider financièrement ou voire peut-être techniquement d'aller chercher quelques objets et venir garder au sein des musées communautaires de Mao. De l'empire du Kanem au sultanat du Kanem actuel, en passant par le royaume du Kanem Bornou, des rois et Alifa se sont succédés. À part le 54e Alifa Mouta Zezerti, père d'Alifa Ali Zezerti, le 55e Alifa Ali Mouta Zezerti, père d'Alifa Mouta Ali Zezerti, et le 56e ou l'actuel Alifa Mouta Ali Zezerti, qui sont nos contemporains, les autres rois et Alifa ont-ils vécu en Djimi? Que furent leurs modes de vie? Comment était leur environnement, leurs pratiques culturelles et culturales? Au moment où nous posons ces questions, Carlos Magnavita et les autres chercheurs poursuivent les prospections. Ce type d'induit est couvert
les parois des bâtiments ici à Thié. Ça, c'est un type d'éléments architecturaux qui existent seulement en 2 sites au sud du Sahara. Un fois dans la capitale de l'Empire de Cao, au Songhai, et ici au Kanem, dans les bâtiments que nous avons trouvés ici, dans le site de Thié. C'est un matériau très rare. Il indique l'importance du site de Thié et des bâtiments que nous avons trouvés ici. Ce type de briques cuites, c'est très rare aussi au sud du Sahara. Ici, comme dans le cas des hindouis blancs que j'ai montré, ce type de briques cuites est très rare aussi au sud du Sahara. Il y a des sites seulement ici au Kanem et au Mali. Un autre site archéologique en Afrique au sud du Sahara n'a pas. C'est le petit, avec une longueur de 27 mètres, une largeur de 12 cm et une épaisseur de 5 cm. Les échantillons sont envoyés en Allemagne, en France et aux États-Unis dans les laboratoires spécialisés pour réécrire l'histoire de l'Empire du Kanem, notre histoire. Quand répondront-ils à nos interrogations? Car le public a soif de voir la route qui mène de Thié à Ndjimi en attendant de passer la main à la postérité. En clair, quand aboutiront les recherches terrain sur l'Empire du Kanem. Le projet de recherche, le lac Tchad comme carrefour, fédère les chercheurs tchadiens, français et allemands autour d'un objectif commun. La participation des chercheurs allemands au projet s'inscrit dans la dynamique en recherche scientifique initiée par feu président allemand Johannes Rau et tchadien, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. A signaler que déjà au XVIIIe siècle, l'explorateur allemand Gustav Nachtigal a sollicité et obtenu un ordre de mission du cheikh Oumar pour se rendre de Kouka, Kanem-Bornou, à Abéché, puis au Darfour. Loin d'être qu'un simple document de voyage, cet ordre de mission lui procura protection et égard. La teneur du dit document de voyage est la suivante. Concernant Idriss Effendi, notre protégé chrétien qui se rendra chez vous lors de son retour dans sa patrie, l'Allemagne, nous prions votre gouvernement qu'il puisse se rendre dans la protection de votre glorieux nom à Darfour, sain et sauf, sans menace ni offense. C'est un des commandements fondamentaux de notre sainte religion de tenir parole à son protégé. Les anciens maîtres de la loi divine ont même dit que la violation du protégé était un péché plus fort que celle d'un musulman. Ce texte, retrouvé dans une bibliothèque allemande, illustre parfaitement la tolérance, le vivre ensemble et l'acceptation de l'autre que prônent les autorités traditionnelles et religieuses du Kanem. À l'ouest et au nord de Mao, la suite de l'équipe scientifique tchado-franco-allemande parcourt lacs et wadis. Au bord de ces étangs, reliques de la mer paléo-tchadienne, les chercheurs prélèvent des carottes sédimentaires qui feront l'objet d'analyses géochimiques, géophysiques, biologiques, l'analyse des pollens et des diatomées ainsi que la datation des sédiments au radiocarbone 14. Les résultats de ces analyses permettront de comprendre l'histoire du Kanem. Perdu en pleine zone sahélienne du Tchad, les lacs de Kirianga à Kekedina et le lac de Toufou constituent d'importants réservoirs d'eau de surface pour le bétail de la zone. Les chercheurs ont prélevé les eaux de ces oasis pour des analyses, mais n'ont pas encore déterminé leur profondeur, superficie et la quantité d'évaporation des eaux qui feront l'objet d'une autre mission de terrain. L'équipe des réalisateurs accompagne les chercheurs au wadi du village Mara.
C'est le début des cultures maraîchères. Au passage, les chercheurs admirent les jeunes pousses des laitues. Point d'eau de surface à vue. Ils s'arrêtent au bord d'un puits à ciel ouvert et échangent avec les paysans. Dans ce wadi, les palmiers dattiers se rivalisent d'occupation d'espace avec les acacias nilotica, appelés séséban en arabe tchadien. Ce sont les arbres qui consomment beaucoup d'eau, nous confie un chercheur. Ils contribueraient à l'assèchement précoce de ce wadi. Le chef du village de Mara accompagne les chercheurs. Il salue leur arrivée dans son village et sollicite leur appui pour l'amélioration de la culture du palmier dattier dans son wadi. Nous attendons une action forte et concrète pour que tous ces jardins, les dattiers à renouveler. Nous attendons les semences pour renouveler tous ces jardins. Nous demandons à ce que les scientifiques reviennent encore avec une force, avec l'appui, une action concrète pour que nous renouvelons ce jardin. Nos collègues qui devraient venir ici avec des semences, c'est des semences qui vont être utilisées dans la partie désertique, disons sahélienne de notre pays, pour voir si elles peuvent pousser. On peut généraliser ça dans tous les pays. Le sol du wadi est dur, impossible de faire le carottage. Mais les chercheurs ne désarment pas. Animés du désir de trouver, ils changent de cap. Les voici au village de Yulo. L'environnement se prête au carottage au bord de cet étang, perdu dans le Sahel, mais entouré des verdoyants palmiers dattiers tutélaires et d'autres arbres fruitiers. Le directeur général du Centre national de recherche pour le développement, Dr Baba Malai, et son équipe de chercheurs pluridisciplinaires, dont Dr Philippe Welsman, Dr Frank Darius, Dr Michel Diniz, chercheur à l'Université libre de Berlin en Allemagne, Yacoub Abdallah Nassour, doctorant au Centre européen de recherche et d'enseignement en géosciences de l'environnement, Université d'Aix-Marseille en France, et Mahamad Kardjala, déposent leurs bagages au bord de l'étang. Le prélèvement des carottes sédimentaires doit commencer. Also wir können ja einfach noch mal mit dem das jetzt rausnehmen und dann noch einmal rein. Le système de carottage manuel, ça c'est celui qu'on utilise normalement tout au début. Ça s'appelle en allemand le carottier Edelmann, ça veut dire un monsieur noble. Et puis là, normalement on enfonce ce semoir dans la terre et puis il y a pratiquement deux lames qui coupent. Et puis ensuite, quand on a bien coupé le sédiment, on retire le carottier et puis quand il est dehors, on ouvre de nouveau la lame et c'est comme ça qu'on a ces sédiments très bien qu'on peut prendre dans le labo pour des analyses qui suivent. Une carotte. Et puis là aussi c'est toujours très important de mettre pratiquement le top, le en haut, et puis la base du sédiment, et puis aussi comment il s'appelle. Et puis là, c'est par exemple les sédiments de 25 cm à 50 cm. Vous avez vu que nous avons prélevé à peu près 6 mètres de carottes sédimentaires, qu'on appelle les sédiments. Et ces sédiments, ce ne sont pas des sédiments qui se sont déposés en un seul jour, ce sont des accumulations sur une très longue durée. Et ça, je pense que là, il faut d'abord dater les sédiments que nous avons prélevés. Et nous espérons que le plus vieux des sédiments que nous avons prélevés doit avoir à peu près 4000 ans avant le présent. Donc, si nous avons ces âges, maintenant nous allons commencer à analyser. C'est une étude pluridisciplinaire. Nous allons utiliser plusieurs sortes de méthodes sédimentologiques, géochimiques, isotopiques, qui vont nous permettre de reconstituer les climats de cette région à partir des carottes que nous avons prélevées dans ce lac que vous voyez là. Cette étude
c'est pour la première fois que nous la réalisons dans la région du Kanem, dans ces lacs tout près de Mahou ici. Mais nous avons fait des études similaires dans le lac du Nyanga, dans la région du Nyanga, et aussi dans le lac Tchad. Et nous faisons ici parallèlement des études dans le lac Fitri et dans le lac Léré aussi. Donc c'est vraiment, on est en train d'utiliser des techniques vraiment de haut de gamme, c'est des technologies très sophistiquées. Nous travaillons en collaboration avec des laboratoires allemands et des laboratoires français. À quelques mètres de là, les chercheurs tentent d'autres carottages. La carotteuse perce le sol à 4 mètres et tombe sur une nappe sous pression. L'eau jaillit et empêche le carottage. C'est une contrainte limitant la poursuite du travail. Comme quoi, la recherche terrain fait face à de nombreuses contraintes. Also 25 bis 50. Notre but principal, c'est pratiquement de reconstruire les changements de paysage qui seront de là, qui est autour du petit lac ou du ancien petit lac, pour reconstruire l'histoire du passé de ce paysage. Par exemple, quand est-ce que les gens sont venus ici pour cultiver le palmier dattier, ou bien quand est-ce qu'ils ont commencé à cultiver le palmier doum. Et puis, on essaye aussi de trouver des informations sur le climat ancien. Ils viennent de dire que le lac, il a seulement 2 ans maintenant, ce lac éphémère, qu'il a de l'eau de nouveau. Puis après, avant, il avait une phase de sécheresse. Et puis ça, ce sont des informations qu'on peut aussi trouver dans les sédiments qui sont déposés pendant ce temps. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on essaye de trouver des sédiments comme archives. Ils racontent pratiquement l'histoire des environnements. Et c'est pour ça qu'on fait des carottes. Et puis nous, on est des différentes spécialistes. Donc moi, par exemple, je regarde pour les pollens des plantes qui volent toujours partout dans l'air, qui se déposent en même temps que les sédiments se déposent. Et puis ils sont préservés dans les sédiments. Et puis les pollens, je peux les regarder et déterminer. Et puis après, je sais, ok, là, il y a le palmier doum qui poussait. Là, il avait le dattier qui poussait. Et puis toutes ces informations, on essaye de les collecter pour pouvoir raconter l'histoire du paysage et comme ça contribuer aux dossiers qu'ils veulent déposer pour avoir un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et puis ce que vous avez vu là, c'était vraiment des choses très concrètes et c'est le début de tous les travaux. Sans ces carottes, nous, on ne peut rien faire du tout. C'est pour ça que c'est extrêmement important d'avoir ces carottes là sur place. Et puis on a des différents systèmes. On a un système pour vraiment d'abord regarder si les sédiments sont aptes ou bien comme c'est ici, il y a une couche argileuse qui probablement a été déposée quand c'était sec ici. Ouais. Et puis c'est là, on la pénètre avec un petit équipement carottage qui s'appelle Edelmann, ce que vous avez vu tout au début où on a toujours jeté à côté. Et puis après, c'est un autre carottier qui s'appelle en allemand le système russe. Et puis là, on rentre vraiment et puis on sort des carottes qu'on peut échantiller après. Et puis toutes ces carottes, vous avez aussi vu, on leur donne un nom, on dit à quelle profondeur nous sommes dans les carottages. Et puis après, on les emballe. Et puis après, on continue le travail dans les labos. Mais ça, c'est pratiquement la suite de l'histoire. Mais ici, c'est le prélèvement des carottes. Et puis, comme je viens de dire, sans ces carottes, on ne peut rien faire du tout. C'est pour ça qu'on est extrêmement content de pouvoir travailler pour vous, avec vous, sur ces carottes-là. Animés par l'esprit cartésien
Et soucieux d'obtenir de bons résultats scientifiques, les chercheurs décident de varier les lieux de prélèvement des carottes sédimentaires. Les voici en route pour Kekedina, plus à l'ouest de Mao. Leur arrivée donne lieu à une liesse populaire. Malla Abakar Abakoura, le représentant du sultan du Kanem dans cette localité et sa population, accueillent chaleureusement l'équipe des chercheurs. L'accueil a été chaleureux non seulement à Kekedina, même à commencer par Mao. Je voudrais dire grand merci au gouverneur de la province du Kanem, aux représentants de Sa Majesté le Sultan du Kanem, à la population du Kanem et surtout aux populations des villages visités. Vous avez vu avec quelle ferveur ils nous ont accueillis. Tout ce monde attend à ce que les sites soient valorisés et que les touristes viennent pour découvrir la culture de leur province. C'est l'expression d'une population qui souhaite voir son lac, le lac Kiryanga, classé sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, à l'instar des lacs Unyanga et du massif de l'Enedi. En référence de la noblesse du sultan dont il représente, Malla Abakar Abakoura offre à ses hôtes un festin à la grandeur du Kanem. Après le repas copieux, c'est la descente au bord du lac Kiryanga pour le carottage. La population est toujours là, auprès de ses hôtes. C'est une mission de prospection et de reconnaissance des sites à valeur universelle exceptionnelle de notre pays. Ici, hier on était à Rombo, aujourd'hui nous sommes à ces villages qui s'appellent Yulo, en passant par Mara. Donc nous avons prélevé des carottes sédimentaires pour tracer l'histoire de cette région, pour comprendre comment le climat, donc l'environnement était il y a quelques années, comment il est et comment il changera à l'avenir. Ceci est d'autant plus important que ça permettra à la population de prendre des dispositions nécessaires pour éviter au cas si quelque chose se produirait. Donc les carottes qui seront prélevées seront soumises à plusieurs types d'analyses. Comme vous le constatez, nous avons une équipe pluridisciplinaire internationale et les informations seront exploitées pour valoriser les sites du Kanem et éventuellement les classer au patrimoine mondial de l'humanité. Déjà au vu de cette équipe pluridisciplinaire, est-ce qu'on peut déjà espérer des résultats probants? Absolument. Absolument. On dit que la recherche n'est rien trouvé aussi, c'est faire la recherche, mais nous sommes convaincus que nous allons trouver des informations scientifiques qui vont intéresser non seulement notre pays, mais loin de ses frontières. Donc, en matière de paléoclimatologie, paléo-environnement et aussi surtout la valorisation de nos sites. On va prendre ça parce que ça c'est un échantillon. La valeur universelle exceptionnelle. Au Wadi des villages Rombo, Yulo, Remirami, au lac Kiryanga de Kekedina et de Toufou, les moissons de prélèvement des carottes sédimentaires sont bonnes, à l'instar des prospections archéologiques au village Tiyei sur les vestiges d'Njimi. Lentement, mais sûrement, l'équipe scientifique pluridisciplinaire nous fait découvrir davantage les secrets de cette partie du Tchad soumise au crible de la recherche scientifique.
population vous a vu, à quand les résultats de cette recherche? Alors d'abord, encore une fois, nous voulons aussi dire merci beaucoup d'avoir la possibilité de pouvoir venir ici et de prendre ces archives. Ces archives, ce sont comme des livres pour nous, et de déchiffrer ces livres qui racontent l'histoire dès maintenant jusqu'à dans le passé. Comme vous avez posé la question aussi, ça va prendre du temps. Alors maintenant, on a pris les carottes, c'est essentiel parce que sans les livres, on ne peut pas les déchiffrer. On va les prendre maintenant dans nos labos spécialisés, soit à N'Djamena pour par exemple le diatomée que Yacoub va aussi faire. Et puis une autre partie, on va prendre avec à Berlin. Et puis là, on va d'abord échantiller ces carottes sédimentaires qu'on a pris. Et puis les travailler au labo, après les regarder sous le microscope. Et nous espérons qu'après une année et demie, on aura des résultats pour venir ici, pour raconter l'histoire, pour ne pas avoir tourné les pages, qu'on puisse dire, bon, alors la première page, elle raconte l'histoire du paysage qui est à présent. Et puis après, on tourne les pages et puis dit, bon, alors il y a 1000 années, le paysage, il était composé autrement. Il était plus vert peut-être, ou moins vert. C'était plus aride, moins aride, ces fluctuations climatiques, on va les déchiffrer et en même temps on va aussi regarder pour l'agriculture. Si les gens, par exemple, il y a 1000 années, ils cultivaient déjà le palmier dattier ou bien pas, s'ils utilisaient plus le doum, s'ils utilisaient le jujubé, moins ou pas moins, ça ce sont les données qu'on va revenir et qu'on pourra joindre ensemble et partager avec vous pour avoir des informations supplémentaires pour le patrimoine mondial. La direction générale du Centre national de recherche pour le développement est confiante quant aux résultats attendus. Les convergences de vues du politique et du technique augurent des résultats probants sur la prospection et de la reconnaissance des sites à valeur exceptionnelle de la province du Kanem. Ya jamaa niterubushata be ayana takabade ya jamaa hali niterubushata fi aibeko fi shawari le ilina takabade. Berceau de toute vie pendant plusieurs siècles de ma feuille je t'ai évité le deuil. Je sers d'abri pour toi et ta famille, pour toi et ta famille. Est-ce que vous avez le soutien au sommet de l'État? Nous avons le soutien des plus hautes autorités. Nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président des transitions. Nous lui avons montré certains échantillons. Et croyez-moi qu'il sait que nous allons venir au Kanem, à Mao, pour faire des fouilles. D'autre part, le Premier ministre, chef du gouvernement, nous soutient. On a parlé plusieurs fois avec lui de la recherche scientifique et plus particulièrement de Toumaï. Le ministre de l'enseignement supérieur, qui est un universitaire, nous soutient. Et donc nous avons un soutien plein, entier et tous azimuts des autorités de notre pays pour faire des fouilles et mettre en valeur les sites naturels et culturels de notre pays. Dans la logique de feu président qui croit à la recherche scientifique, le président de transition Mahamat Idriss Déby a baptisé le palais présidentiel du Tchad Palais Toumaï. C'est un honneur fait à la communauté scientifique et un signe de reconnaissance aux résultats de la recherche. C'est un aiguillon administré aux anciens chercheurs à fouiner partout pour des résultats probants. Monsieur DG, quelles sont vos forces pour cette recherche? Nous avons des grands chercheurs qui sont là de l'Université libre de Berlin. Nous avons aussi d'autres chercheurs qui sont là avec nous, les nôtres aussi. Je prends le cas d'Abdallah Yacoub et de l'autre. Nous avons Michel qui est là, Dr Franck qui est là, et puis Dr Carlos. Nous sommes une bonne équipe de chercheurs avec Dr Philippe, voilà. Donc une bonne équipe de chercheurs pluridisciplinaires et internationaux pour mener ces activités. Et nous avons aussi un chercheur du CNRD aussi, Mohamed Kardiala aussi qui est avec nous. Donc nous avons une équipe pluridisciplinaire et internationale de nos chercheurs. Et nous menons ces activités et nous pensons que nous allons trouver des résultats
pour mettre en valeur ces sites. Les contraintes qui vont ralentir la bonne marche de la recherche, c'est le financement. Il faut financer la recherche. Si on ne finance pas la recherche, on ne peut pas obtenir de résultats. Hier, quand on était sur le site devant le gouverneur, mon collègue Carlos aussi a parlé, il faut du financement. La recherche ne se fait pas sans financement et c'est ça notre problème. Et d'autre part, les résultats que nous allons attendre, ils ne sortent pas du jour au lendemain. Il faut aller dans des laboratoires spécialisés, surtout en Allemagne, et trouver des résultats. Et donc ça prend un peu de temps. Donc je crois que nous allons nous battre, nous allons expliquer à nos plus hautes autorités pour nous soutenir, pour avoir le financement qu'il faut et puis faire la recherche, faire connaître notre pays de par le monde. Les recherches terrain sont momentanément suspendues. Les chercheurs se sont envolés pour des analyses scientifiques dans les laboratoires spécialisés en Allemagne, en France et aux États-Unis. L'analyse des carottes sédimentaires par les spécialistes des diatomées et des pollens donnera des informations paléoclimatologiques et paléo-environnementales nécessaires à la compréhension du climat et de l'environnement de cette partie de notre pays. Ces informations scientifiques nous renseigneront également sur la culture pratiquée dans le Kanem d'antan et éventuellement sur l'introduction des variétés végétales et les espèces fauniques. Au même moment, Carlos Magnavita poursuit les datations par radiocarbone et thermoluminescence à l'Université Francfort en Allemagne. Les communications entre Carlos, qui sillonne les laboratoires européens, et le directeur du CNRD Baba Malai et le réalisateur sont intenses. Les messages qui suivent, envoyés par Carlos, illustrent bien cette dynamique communicationnelle. Suivez ces messages. Cher Monsieur Malai, vous trouverez ci-joint 2 dossiers de photos pour le documentaire. Le premier concerne la prise de vue de tessons de céramique, issus du projet au CNRD même. Le second à l'analyse chimique via laser et spectrométrie de masse des perles de verre de Tché au laboratoire d'archéométrie de l'Université de Columbia, Missouri, États-Unis. J'aimerais vous envoyer encore de classeurs avec des photos de 2 autres laboratoires à Francfort et en France, mais j'attends encore ces photos dans les prochains jours. Signé Carlos Magnavita. Au réalisateur du documentaire, Carlos écrit. Cher Monsieur Vanzou, comme promis, je vous joins les photos de 2 autres laboratoires qui traitent du matériel archéologique tchadien. Le premier est le laboratoire de l'Université de Francfort, en Allemagne, où les restes de plantes sont examinés et identifiés. Le second est un laboratoire de Belfort, en France, où des artefacts en fer sont analysés par des collègues tchadiens et français. Les auteurs des photos sont Francfort, Gaby Forsterling, Belfort, Marion Béranger. Salutations, Carlos. Les recherches archéologiques, menées dans le cadre du projet, sont à un stade avancé et fournissent déjà de nombreuses nouvelles informations sur l'occupation humaine du Kanem à l'époque des premiers rois entre les 9e et 14e siècles. Des preuves attestent que l'utilisation des briques pour la construction des bâtiments et d'habitations durables a commencé à l'époque où l'islam a été introduit pour la première fois dans le Kanem au XIe siècle. Il est donc probable que le site du village Tiyé au Kanem puisse être identifié en Djimi, la capitale médiévale du Kanem. Aussi, les premières indications fiables renseignent-elles que l'Empire entretenait différents types de relations avec les régions d'Afrique de l'Est, de l'Ouest, du Nord et même avec l'Empire ottoman en Turquie. Au sujet de ces relations, l'ancien ambassadeur de Turquie au Tchad, son Excellence Ahmed Kavas, a publié un ouvrage intitulé « Les relations turco-tchadiennes, la politique ottomane en Afrique centrale ». L'extrait qui suit illustre clairement ces relations. Les relations entre le royaume du Kanem-Bornou et l'Empire ottoman ont commencé sous le règne de Soliman le Magnifique, à la suite de l'annexion de la Tripoli, alors aux mains des Espagnols par les Turcs en 1551. Elles ont perduré sous le règne de Selim II et se sont surtout développées sous Mourad III, aboutissant à l'envoi réciproque d'ambassadeurs. Les lits se sont tendus à partir de 1577, date à laquelle l'Empire ottoman s'est emparé du Fezzan, situé au sud de la Libye et sous influence du Kanem-Bornou. En 1591,
Une alliance avec la dynastie Saadi du Maroc sur le partage de l'empire Songhai au Mali a permis de bloquer l'accès de l'empire ottoman en Afrique de l'Ouest. Les relations se sont normalisées au cours des siècles suivants. Les commerçants du Kanem-Bornou ont tissé des liens étroits avec les Tripolitains, liens qui ont duré jusqu'à l'invasion française au début du XXe siècle, à travers les routes commerciales du Sahara. L'équipe scientifique pluridisciplinaire tchado-franco-allemande est sur une bonne piste. Elle pourra exploiter les informations qui sortiront des différentes analyses pour monter un bon dossier pour la demande d'inscription des sites du Kanem sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO.